Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Sébastien Boll. J'ai cette chance aujourd'hui d'être invité par Oniris pour venir vous présenter ce qu'est la RSE. On va parler d'un module qui s'appelle les fondamentaux. Alors moi rapidement, donc je suis ambassadeur à la plateforme RSE de la métropole nantaise. Je suis aussi président d'une association qui s'appelle Réseau 2D qui fait la promotion du développement durable et de la RSE sur les territoires avec un outil de compensation carbone. Et puis, j'ai eu la chance aussi en 2020, dans l'actualité, d'être identifié comme l'un des 20 influenceurs RSE sur ce réseau social. Et j'en suis ravi. C'est vraiment une grande chance pour moi d'être ici devant vous. Donc, j'ai compris quelques vétérinaires, mais surtout des étudiants de première année de cycle. Et effectivement, je vais aussi orienter cette présentation sur pouvoir s'accaparer cette thématique en tant que futur ingénieur et en tant que futur citoyen de l'entreprise demain dans le milieu sanitaire et agriculture, agronomie, etc. etc. Alors, pour pouvoir démarrer ce module, on va avoir besoin d'une petite chose, quelques prérequis. Alors, je vais juste bien mettre comme il faut. Les prérequis sont les suivants. En temps normal, pour pouvoir participer à ce module dans lequel on va jouer en fait ensemble, je vais vous poser quelques questions et vous allez pouvoir me répondre avec 3 réponses possibles. Je donne dans la salle des post-it rose, jaune et bleu. Pour pouvoir lever ces post-it, il faut une main, mais là aujourd'hui, comme on est en mode distanciel, crise du Covid oblige, je vais vous proposer tout simplement, à chaque fois que je vais vous poser une question, de taper dans le chat la couleur du post-it que vous auriez levé en réel dans la salle, de façon à être totalement interactif, ce qui va vous permettre, vous, de voir un petit peu à travers le chat les autres réponses et voir un petit peu votre position dans les questions, mais surtout, moi, voir l'interaction avec vous là-dessus. Bien évidemment, à travers ce module, je vais vous donner, c'est juste le slide d'après. Je vais pouvoir vous apporter de la bonne humeur, de la bienveillance. Le but est de passer un bon moment ensemble. Vous aurez le document, bien évidemment, le PowerPoint sera remis à Oniris juste après, et vous aurez les sources, c'est-à-dire qu'on va évoquer beaucoup de chiffres, beaucoup d'articles de presse, et vous aurez à chaque fois le lien Internet pour pouvoir retrouver ça. Vous aurez aussi de l'ouverture d'esprit. Très important de pouvoir s'ouvrir et de changer de regard sur le monde à travers cette responsabilité sociétale des entreprises. Par contre, ce que vous n'aurez pas, ce sont des solutions toutes faites, aucune injonction dans votre contexte, c'est-à-dire que je ne serai pas là pour juger et dire il faut faire ci, il faut faire ça. Ce sera à vous de vraiment comprendre les actions à faire dans votre quotidien et surtout, vous n'aurez pas le bilan calorique du déjeuner. Ce n'est pas du tout mon truc pour aujourd'hui. Donc, je me propose de démarrer tout doucement par une introduction qui, j'espère, ne va faire perdre personne en ce début de matinée, mais juste un constat qui est quand même essentiel et important de pouvoir mettre en place dès le début. Il faut savoir qu'en 60 ans sur la planète, nous avons perdu 60% des forêts, nous avons perdu 60% des animaux vertébrés, nous avons perdu 60% des insectes, même 80% en Europe, et nous avons perdu 90% de la masse de poissons, eau douce, eau de mer. Donc là, normalement, j'ai logiquement perdu la moitié des participants, dont certains sont peut-être en PLS, mais c'est un constat qu'il faut vraiment prendre comme point de départ pour savoir le pourquoi. Pourquoi on va vouloir déployer une RSE ou du développement durable? C'est que nous sommes dans une situation critique au niveau de la planète. Et vous, par rapport à votre génération, il y a effectivement, donc là, vous voyez, je vous mets le lien à chaque fois, il y a effectivement un point important qui a été la réaction de la jeunesse à travers une personne que vous devez connaître, elle est assez célèbre maintenant, qui s'appelle Greta Thunberg, et qui a pu, en septembre 2019, devant l'ONU, faire un discours qui donne la vision de la jeunesse de cette thématique, de cette 6e extinction de masse qui est en train de se dessiner sur la planète, avec 2 mondes qui s'affrontent, un monde durable et un autre monde. Et l'idée n'est pas de mettre les uns en face des autres, mais l'idée en tout cas est de pouvoir donner la pérennité de cette viabilité dans un monde de croissance éternelle, avec cette phrase ici, elle termine par « Comment osez-vous mettre en place cette vision ça qui amène à ces extinctions de masse, bien évidemment. Hein. Toutes ces extinctions de masse ne sont ni dues à des météorites, ni à des maladies venues de l'espace. Elles sont dues à l'activité anthropique, l'activité humaine. Donc, encore une fois, l'idée n'est pas de dire ce que Greta Thunberg dit est vrai, etc. C'est juste que Greta Thunberg n'est que le reflet de 40 à 50 ans d'alerte scientifique. Hein. On a eu ici
en 2017, 15 000 scientifiques qui alertent sur l'état de la planète, tous les gouvernements confondus. Et plus dernièrement, on a eu en 2020 des grands chefs d'entreprise et autres PME, TPE, qui sont aussi très, très importants par leur nombre, de pouvoir s'emparer de l'urgence climatique et ont prié le gouvernement d'agir devant cette tendance qui va faire que demain sera beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui et qu'hier. Alors, ça, c'était pour mettre un petit peu les bases. On va maintenant pouvoir évoquer et rentrer dans le dur avec la définition donc, de la RSE. RSE, RSO, responsabilité sociétale des organisations, c'est exactement la même chose. Un, c'est pour l'entreprise et l'autre, c'est pour l'organisation, tout ce qui va être le service public, les ONG, les écoles, les universités, les associations, etc., etc. Donc, la définition, elle se caractérise avec des petits codes couleurs que je vous ai mis pour mieux les comprendre. C'est l'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités économiques, donc un petit triptyque social, écologique, économique, et à leurs relations avec les parties prenantes que sont les salariés, les actionnaires, les fournisseurs, les sous-traitants, les consommateurs, les collectivités publiques et les ONG. Donc, on retrouve bien le fait que la RSE est avant tout une démarche volontaire. Pour l'instant, il n'y a aucune loi qui oblige à faire de la RSE. Il y a le triptyque du développement durable, social, écologique, économique, on va le voir après, et il y a une notion un terme qui est très, très important à retenir, qui est le terme de partie prenante, où on va retrouver tous les acteurs confondus. Ça montre bien l'importance d'être plusieurs autour de la table à travers les défis qui nous sont devant nous aujourd'hui. Donc, une définition un peu plus courte qui nous vient de l'Europe, la RSE, c'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Tout ça, ni plus ni moins pour dire que la RSE, c'est le développement durable au monde de l'entreprise, la déclinaison, où on va retrouver donc social, économique, environnemental, avec des mots-clés qui sont viable, vivable, équitable et durable. Tous ces mots-clés sont très, très importants. C'est le pourquoi, en fait. Pourquoi on va faire une activité économique, pourquoi on va faire une école, pourquoi on va donner de la connaissance, du savoir. Tout ça, c'est, et on va en reparler bien évidemment tout au long de ce petit module, les fondamentaux. Donc, à travers cette thématique des développements durables, l'ONU, en 2015, a effectué un dessin d'une sorte de feuille de route qu'on va appeler les 17 objectifs de développement durable, qu'ici, on va retrouver sous forme de donut. Alors, le donut a une particularité, c'est qu'il donne une signification aussi par rapport à ces 17 couleurs en mode rectangulaire, on va dire, pièce de puzzle. Le donut explique que le cercle intérieur du donut, c'est la limite sociale sur laquelle on ne peut pas aller en dessous. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas accepter pour l'humanité d'avoir un niveau de pauvreté trop bas, un niveau de faim trop bas, un niveau de santé trop bas, etc., etc. On va retrouver les premiers, l'éducation. Mais on a aussi la limite extérieure du donut qui est la limite environnementale, la limite de la planète. Et le but est de rester dans ces deux limites. C'est pour ça que le donut est important et je me tenais de vous expliquer pourquoi vous allez retenir cette thématique du donut. Et donc, ces 17 objectifs de développement durable sont une sorte de feuille de route sur lesquelles, si on se concentre tous ensemble, les 197 nations reconnues par l'ONU, on va pouvoir gagner du temps et ne pas réinventer l'eau chaude en cours de route. Si chacun fait son développement durable de son côté, on va mettre énormément de temps, en sachant que le temps nous est compté, pour pouvoir ne pas arriver à des seuils environnementaux irréparables, j'allais dire. Et vous expliquer que, donc là, vous avez la faim, l'éducation, l'accès à l'eau potable, une économie responsable, la réduction des inégalités, la vie aquatique, la vie terrestre, la justice. Pour moi, j'ai aussi une préférence pour le 17, puisque c'est le partenariat pour la réalisation des objectifs, c'est-à-dire mettre tout le monde autour de la table et n'oublier personne, dont vous, étudiants, et dont vous, écoles, à travers tout ça. Et donc, toutes ces thématiques sont totalement interconnectées. Je vous donne un exemple très simple. Si demain, je parle de l'ODD numéro 2, la faim dans le monde, qui dit faim dans le monde dit agriculture, qui dit agriculture dit déforestation, dit eau, utilisation de ressources d'eau, utilisation de terres arables et donc de biodiversité. Et donc, vous voyez qu'on est totalement interconnecté sur diverses thématiques. Donc ça, cette feuille de route est applicable par toutes les entreprises, toutes les universités, toutes les organisations, toutes les ONG, à travers une charte des objectifs de développement durable que vous signez avec Global Compact. Global Compact, c'est une ONG qui est reliée avec l'ONU et qui permet de donner de l'aide sur l'application des ODD en cours de route. Si on devait donc résumer
Cette RSE en 2 images, ce seraient les suivantes. C'est à votre avis, je vous pose la question, est-ce que Oniris, dans sa démarche RSO, organisation, est un arbre dans un désert, ou est-ce que c'est un arbre totalement interconnecté à sa forêt primaire avec les autres parties prenantes? La réponse est bien évidemment l'image de droite, et vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire ça seul dans son coin, et que la thématique est très riche. Elle peut paraître complexe, mais en tout cas, elle est très riche et très efficace. Et on va parler des effets positifs, bien évidemment, derrière, et des actions possibles, encore une fois. Tout n'est pas dessiné, on peut encore être les architectes d'un futur viable, vivable et durable. Avant tout, la RSE, je tenais quand même à dire que, avant tout, la RSE, l'élément clé, c'est donc les femmes et les hommes, et bien sûr toutes les autres espèces qui composent la planète, mais cette action humaine de déployer de la RSE, de la RSO, du développement durable, c'est que l'objectif ne doit absolument pas être, bien évidemment, un objectif financier court terme, et que ça n'a aucun sens. Le but est vraiment de travailler sur l'élément clé et de redonner du sens ensemble à travers toutes nos actions, toutes nos opérations et nos interactions entre nous et avec Dame Nature. À travers cette thématique-là, je vous ai mis ici quelques articles de presse qui montrent que cette thématique est en train de progresser depuis, on va dire, 4-5 ans, avec des sondages qui montrent que 95% des Français souhaitent que les entreprises s'engagent dans les enjeux de société. Ici, on voit bien qu'on a un enjeu d'attirer les talents dans une entreprise à travers une RSE ambitieuse, ce qu'on appelle la marque employeur. Vous avez ici 92% des diplômés en 2016 qui estiment important de travailler dans une entreprise socio-responsable. Dernièrement, on a donc eu en 2018 une pétition de 23 000 étudiants qui, grosso modo, ont dit « Messieurs les grands groupes, messieurs les grandes entreprises, si vous n'êtes pas éco-responsable, si vous n'êtes pas en mode développement durable pour un monde meilleur demain, ce n'est pas la peine de compter sur nous » et c'est en train de se traduire. Il y a effectivement des sorties de grandes écoles. Je vous donne un exemple. Il y a encore 3 ans, les ingénieurs de Centrale Nantes, il y en avait 73% qui allaient dans des grandes entreprises internationales. L'année dernière, ils étaient 23%. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie tendance de cette jeunesse qui se réveille en disant « Nous, on ne veut pas un monde demain qui va détruire la vie, le climat et la capacité d'habitabilité de la planète. » On a eu dernièrement avec le Covid aussi, 79% considèrent qu'une RSE est un critère important dans la recherche et que même 76% mettraient une démarche RSE devant le salaire et pensent au monde d'après. On a aussi des actions sur toutes les actions ressources humaines. On voit bien que les DRH sont en train de prendre en compte cette thématique pour fidéliser les salariés, attirer les talents et ça va dans le bon sens et c'est une bonne chose. Alors, une petite frise historique pour remettre un petit peu cette thématique RSE développement durable depuis quelques dizaines d'années. Donc, on va dire après les 30 Glorieuses, on arrive dans les années 70 et les premiers rapports scientifiques tombent où on se rend compte que l'homme a un effet sur la planète et sur l'habitabilité de la planète et la biodiversité. Donc, je vous ai mis ici les dates clés, hein, la conférence de Stockholm, la commission de Brundtland qui a donné la définition du développement durable, le sommet de Rio, etc., etc. Donc, on est sur un concept, mais on est aussi sur l'intégration d'acteurs et donc de parties prenantes. Et ici, si je devais résumer ce graphique en une petite entité, en tout cas petite entité par sa présence de taille de flèche ici, ce serait en bas à droite, le fait qu'en cours des années 2000, on a intégré autour de la table les consommateurs, les consommateurs, puisque bien évidemment, le citoyen qui achète, qui consomme, a une capacité phénoménale de choix de son futur demain et de laquelle société il veut demain, avec une grande particularité, c'est que ces consommateurs, qui représentent ce dernier petit trait en bas à droite, ils sont 7,55 milliards. Et qu'effectivement, si cette partie des parties prenantes se réveille et fait bouger les choses, ça va effectivement aller de l'avant. Et ici, je vous ai mis le petit logo de la COP21 qui a lieu en 2015. On en reparlera tout de suite derrière. Alors, cette RSE, alors encore une fois, n'hésitez pas à communiquer dans le chat hein, si vous avez des questions en cours de route. Si je parle trop vite, n'hésitez pas non plus. On va continuer à détailler un petit peu la RSE, puis ensuite on va passer aux thématiques et on va jouer ensemble. Ne vous inquiétez pas, préparez vos petits doigts pour donner la couleur des post-it. Les 5 piliers de la RSE se composent de la façon suivante, le pilier social, le pilier environnemental, le pilier économique, territoire et gouvernance.
Ils sont ISO tous les 5, il n'y en a pas un qui est un supérieur à un autre. Ils sont tous importants. Malgré tout, j'aurais tendance à dire que le pilier gouvernance a une capacité d'action qui est assez intéressante. Et on va le voir un petit peu juste après. Comme vous êtes des scientifiques, je vous ai quand même mis la définition d'une petite norme ISO, qui est la norme ISO 26000, qui donne les lignes directrices de cette thématique de la RSE, avec une particularité par rapport à l'AFNOR, c'est que cette norme n'est pas certifiable. C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut se targuer d'être certifiée ISO 26000. Si vous avez une entreprise qui est comme ça, nous serions devant un cas de greenwashing. Par contre, elle peut donner en disant « Je suis dans une démarche ISO 26000 avec un grade débutant, intermédiaire ou expert ». Ça, l'AFNOR le fait très bien. Et alors après, il y a d'autres certifications, d'autres labels, Lucie, Ecovadis, Bicorp, etc., etc. Mais je ne voulais pas non plus donner trop de précision là-dessus. On va plutôt aller dans le concret et je vous propose d'évoquer la thématique de l'économie avec reprendre les bases au niveau de la signification du mot économie qui, en grec et en latin, veut dire gestion de la maison. Donc, en fait, en soi, l'économie est un outil, n'est pas un but en soi, c'est un outil. Et avec une phrase de Raymond Barre ici qui donne les interactions entre les sciences de l'économie, les sciences de l'administration des ressources rares, et avec un petit mot sur le comportement humain, ça me semblait intéressant de pouvoir évoquer ça. Le besoin en économie aujourd'hui, il est le suivant, il est qu'il faut absolument changer de paradigme. Pourquoi changer de paradigme? Parce que nous avons un économiste américain qui s'appelle Kenneth Boulding, qui dans les années 80 nous pose la question suivante, nous pose la question, et dans une affirmation même, avec la phrase suivante qui est « Celui qui pense qu'une croissance exponentielle infinie est possible dans un monde fini est un fou ou un économiste ». Et effectivement, depuis l'après-guerre, on va dire, on a trouvé une solution à tous les maux de la planète, qui est de dire « la croissance va tout solutionner ». Ça a été un point important de l'évolution des sociétés, du progrès technique, du progrès social, etc., etc. Mais malgré tout, une croissance exponentielle dans un monde fini n'est juste pas possible. Nous avons un des grands spécialistes de l'énergie en France qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, je vous conseille fortement de suivre sur les réseaux sociaux, qui nous résume l'économie en un graphique, très très simple à comprendre, puisque il explique à travers ce petit dessin l'explication du PIB. On va reprendre à gauche. À gauche, vous avez le résultat de 14 milliards d'années d'évolution. Nous avons des ressources renouvelables et des ressources non renouvelables qui sont disponibles sur cette petite planète du système solaire, qui sont déjà gratuits. Il faut bien savoir que toutes les ressources, la Terre ne nous le fait pas payer. Ensuite, ces ressources, on vient les prendre, on vient les extraire, on leur donne un peu d'énergie et à travers du travail qu'on met W et à travers un mécanisme financier qui gère le flux de travail, la lettre K, l'homme arrive, sapiens sapiens, arrive à produire des biens de consommation, des services. Jusque-là, c'est simple à comprendre. Et le PIB, lui, il vient mesurer le travail et le flux financier. C'est un indicateur comme un autre. L'idée n'est pas de dire que c'est un mauvais indicateur. L'idée est de dire qu'il ne mesure que celui-là. Et ce qui se passe, c'est qu'actuellement, et depuis déjà quelques dizaines d'années, nous sommes en train de gloutonner ces ressources renouvelables et surtout non renouvelables à une vitesse que la planète ne sait pas corriger. Et la question est la suivante, que se passe-t-il quand les deux ressources à gauche sont totalement épuisées? Il n'y aura bien évidemment plus de W et plus de K et plus de PIB. On voit bien qu'on est devant une impasse. Alors, cette impasse se traduit par un dessin de l'ONU. La situation suivante, c'est que devant cette situation-là, il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire que pour l'instant, on a trouvé des exoplanètes, mais elles sont un peu loin pour pouvoir aller faire notre activité économique à forte croissance à 2 chiffres là-bas. Donc, l'ONU nous dit qu'on a une possibilité aussi, c'est d'aller droit dans un mur. Effectivement, on va arriver à un moment, à un seuil, où entre la capacité de la planète et cette vision économique de la croissance absolue, on va filer dans un mur, où il y a une possibilité, c'est de corriger le tir et d'aller sur un monde qui va être viable, vivable et durable avec les objectifs de développement durable. On arrive à voir depuis quelques années des mots qui commencent à arriver sur le devant de la scène avec l'économie frugale, le fait de pouvoir faire mieux avec moins. Moi, j'adore cette thématique. C'est très intéressant de pouvoir se poser la question. Et encore une fois, cette crise du Covid de 2020 nous pose aussi beaucoup de questions sur la propriété, la possession, le bonheur ou le plaisir.
à travers les biens de consommation. En tout cas, c'est en train d'arriver sur le devant de la scène. Et on a aussi le mot décroissance qui arrive, alors qui fait peur à tout le monde, bien évidemment, hein, on est entièrement cérébralement calibré sur le mot croissance absolue infinie de chiffres. Malgré tout, il va falloir quand même évoquer cette thématique de la décroissance. Le but n'est pas de la souhaiter, mais le but est en tout cas de maîtriser ça. Vous comprenez bien à travers le petit dessin du Pac-Man qui est en train de manger les ressources, c'est que quand il n'y aura plus de ressources, de toute façon, il n'y aura plus de croissance, à un moment ou à un autre. Donc voilà. Cette vision de la croissance et du PIB, Jean-Marc Jancovici le met en interaction avec l'énergie, c'est-à-dire qu'on est devant un système de production mondiale qui est dopé à ce qu'on appelle de l'énergie, toute énergie confondue, bien évidemment. Et ici, vous avez un graphique qui, depuis 1966, donne une totale corrélation entre l'injection d'énergie sur la planète, dans l'économie, et le PIB derrière. À quelques mois, quelques années près, quand vous avez moins d'énergie dans l'économie, au niveau de la production, vous avez un PIB qui descend. Tout se valide à travers ce graphique-là. La question, c'est quand demain nous n'aurons plus de charbon, quand demain nous n'aurons plus de pétrole, quel PIB aurons-nous? La question se pose. En tout cas, beaucoup de gens sont dessus, mais encore une fois, il vaut mieux y réfléchir dès maintenant plutôt que de subir demain ces interactions-là. Alors, au niveau économie, il y a un chiffre qui va être important en termes de RSE, ça va être plus 13%. Plus 13%, c'est quoi? Eh bien, plus 13%, c'est la performance financière en excédent brut d'exploitation, donc vraiment en cash, vraiment ce qui sort en bénéfice pur d'une entreprise quand elle est totalement structurée en colonne vertébrale sur une thématique de la RSE. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est France Stratégie, qui est la division de prospection économique de Bercy, du ministère de l'économie, et qui en janvier 2016 nous a expliqué qu'ils ont étudié 8000 entreprises sur 2 ans, 4000 entreprises qui font de la RSE sans le savoir, puisque toutes les entreprises font de la RSE sans le savoir, ça il faut bien le comprendre, et ils ont comparé tous secteurs confondus, géographiquement confondus, à équivalent avec 4000 autres entreprises qui faisaient de la RSE affichée, transversale dans la structure, dans la stratégie de l'entreprise. Et ils ont regardé au bout de 2 ans l'excédent brut d'exploitation en bas à droite. Et le chiffre est donc de plus 13%. Ce qui a été intéressant aussi, c'est d'inclure au niveau de la Banque de France. La Banque de France donne une note de stabilité d'entreprise qui s'appelle la note FIBEN, avec des critères financiers. Et depuis 2018, la Banque de France a inclus, avec un test qui a eu lieu sur Nantes d'ailleurs, inclus des critères de RSE en termes de solidité de cette notation A++, A+, B-, etc. Ce qu'il faut savoir en termes de risque financier, c'est que le risque de perte des capitaux liés au climat, ils sont 12 fois supérieurs aux risques liés à la crise de 2008. On est devant une situation qui est totalement ingérable financièrement. Si je ne me trompe pas, c'est le patron d'AXA qui, il y a 2 ans, a dit « Un monde à plus de degrés n'est pas assurable. Nous, assureurs, on ne saura pas faire. C'est juste disproportionné. Donc, le but, encore une fois, est de maîtriser la courbe et de maîtriser la trajectoire et de ne pas subir tout ce système-là, bien évidemment. Alors, on va pouvoir commencer à jouer ensemble. Préparez vos petits post-it à travers les doigts sur le chat et je vais vous poser la première question. À votre avis, la durée moyenne de conservation d'une action sur le marché en 2018, est-ce qu'elle était de 22 secondes, de 1h07 ou de 2 jours, 9h, 45 secondes? C'est-à-dire le phénomène, le mécanisme d'acheter une action et de la revendre. À votre avis, est-ce que c'était 22 secondes, 1 heure ou 2 jours? Allez-y, je vous suis dans le chat. Donc, soit vous me tapez jaune, bleu ou rose, tout simplement. Donc, on a quelques jaunes, on a un peu de bleu, on a beaucoup de jaune. Bon, quasiment, on a un rose, quelques roses. Bon. Eh bien, il faut savoir qu'en 2018, le phénomène de pouvoir acheter une action sur le marché et la revendre, le temps moyen était de 22 secondes. Et là, on va aborder une thématique qui est très, très importante en RSE, qui est la temporalité. La temporalité est essentielle parce qu'il faut absolument changer d'échelle de temps quand on parle de durabilité d'une économie, d'un système et d'une planète. Vous vous rendez bien compte qu'une entreprise qui, quand elle crée un mécanisme d'action en bourse, je mets une partie de mon entreprise sur le marché, je recueille des capitaux, ces capitaux, je les investis et je vais en donner des dividendes à des actionnaires demain. Ça ne peut absolument pas se travailler en secondes, vous vous en doutez bien.
Pourquoi en sommes-nous en seconde, en fait, en 2018? Eh bien, c'est qu'en fait, les transactions boursières sont actuellement gérées par des algorithmes et font ce qu'on appelle de l'hyper-trading, qui achètent et vendent à la nanoseconde. Et effectivement, ce côté temporalité de l'économie a été complètement bouleversé. Et il y a certainement un besoin de corriger la chose pour pouvoir revenir à une échelle de temps beaucoup plus viable et durable. L'autre question au niveau économique est qu'à votre avis, les 100 plus grandes entreprises privées, est-ce qu'elles détiennent plus de capital financier que 15 États, 75 États ou 197 États? 197 qui est le nombre de pays reconnus par l'ONU. Alors, à votre avis, les 100 plus grandes entreprises, si je mets tout leur capital financier sur un compte en banque, est-ce que ce compte en banque regroupe 15 États, 75 États ou 197 États? Donc, on a beaucoup de roses, quelques bleus. Eh bien, effectivement, bravo pour les roses. Et ça, c'est une première qui est arrivée en 2002. C'est qu'effectivement, si je reprends ce tableau-ci, eh bien, on va prendre un exemple. C'est que, par exemple, Walmart a plus de capital que la Russie, BP ExxonMobil a plus de capital que le Venezuela, etc., etc., etc. Alors, le but ici n'est pas de dire que c'est bien, pas bien. Ce n'est pas ça la thématique. Le but est de dire ici, c'est que les entreprises ont un poids financier en termes d'action sur la planète, aussi bien au niveau économique qu'au niveau environnemental, sociétal, etc., qui est majeur. Et qu'on ne peut pas les exclure. On ne peut pas juste dire le sujet du développement durable, c'est un sujet des États, des rois, des dictateurs, etc., des présidents. C'est un sujet global avec l'importance de l'entreprise là-dedans, bien évidemment. Et il faut absolument en prendre compte dans la vision globale. Alors, on va pouvoir parler maintenant de gouvernance. Gouvernance, je tenais aussi à redire la signification qui veut dire piloter un char ou un navire. Hein. Quand on gouverne, le but est d'aller dans la bonne direction. Et je vais vous poser une question. Est-ce qu'à Oniris, ou est-ce que demain, dans les entreprises dans lesquelles vous allez aller, est-ce qu'à votre avis, les structures de l'entreprise sont pyramidales ou matricielles? Donc, on va rappeler, pyramidale, mis en place il y a déjà quelques siècles par le Vatican et qui va en fonction de pyramide, hein, PDG, DG, DAF, DRH, directeur de communication, directeur industriel, tout ce que vous voulez. La réponse est certainement pyramidale, en tout cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour une performance de cette RSE, eh bien, le réseau, la structure de l'entreprise devra être matricielle. Parce que ce besoin d'interagir entre les parties prenantes ne peut se faire en pyramide, ou en tout cas, si elle le fait, elle freine, en tout cas, la RSE. Et donc, il va falloir aussi repenser le mode de gouvernance dans les entreprises et repenser la gouvernance des idées. L'actualité est très riche en ce moment, on a encore vu il y a quelques jours, mais là, c'est une coupure de presse qui date de juste après la mise en place de la Convention citoyenne, où en fait, on a un président, Emmanuel Macron, qui a proposé une nouvelle gouvernance d'idées avec la Convention citoyenne pour le climat. Et ça, c'est une nouveauté, même si, encore une fois, faire participer les citoyens et donner des idées, ça existe à travers le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Mais en tout cas, c'était une véritable innovation de pouvoir mettre ça en place. Maintenant, il faut que ça se concrétise, bien évidemment, à travers des actions concrètes sur le terrain. Mais en tout cas, cette idée de gouvernance d'idées était très intéressante. Dans ce pilier de gouvernance, il y a aussi une thématique qui est le rôle du dialogue social. Le dialogue social, cet échange, ce mécanisme d'interaction entre les parties prenantes. Ici, je vous ai mis la définition du dialogue social de l'Organisation internationale du travail. Et l'idée de dire, c'est qu'il y a un chiffre qui est assez intéressant à promouvoir, c'est la couverture syndicale des entreprises sur la planète versus la qualité du dialogue social dans ces mêmes entreprises au niveau de la planète. C'est-à-dire qu'on a l'OIT a interrogé les dirigeants en disant quel est le taux de syndicalisation dans votre entreprise et quel est le taux de la qualité du dialogue social. Je ne vais pas faire de commentaires, nous, on est juste ici. Donc, l'idée, encore une fois, est de dire qu'il y a besoin d'échanger avec tout le monde et besoin d'échanger avec une grande écoute, une grande qualité et une grande confiance. Ici, je vous ai mis un article de presse d'une recherche d'un monsieur qui s'appelle André Sobjak, qui est à Audencia à Nantes, et qui a pu démontrer que les entreprises dans lesquelles il y avait un dialogue social de qualité avec de l'écoute et de la confiance ont mieux résisté en termes d'impact Covid et de résilience de leur système. Et encore une fois, le but est vraiment de pouvoir
aller de l'avant sur cette thématique-là et de s'ouvrir aux autres et d'être dans l'écoute et dans la confiance. Alors, on va passer au pilier social maintenant, avec divers mots-clés. Et avant de parler de qualité de vie au travail, je voulais quand même pouvoir remettre la définition du mot travail ici sur la table. Pour ceux qui ne le savaient pas, le mot travail est dérivé du latin tripalium, qui signifie contraindre et qui en fait est un instrument de torture avec 3 morceaux de bois et qui donne un peu l'image que le travail est une sorte de torture, d'instrument de contrainte et d'image liée à l'esclavagisme. On a aussi le mot atelier qui signifie en grec prison, et on a le mot carrière qui veut dire un lieu où on taille des pierres. L'idée de dire que les mots sont importants et que imaginez un petit peu quand vous avez une maman qui dit à son fils « Regarde papa, il va faire carrière en allant travailler dans l'atelier ». Ça a l'air stupide, mais en fait, c'est que dans la même phrase, vous n'avez que des mots à consonance négative et que le mot travail est en train d'être réinventé. On a bien vu qu'avec cette crise du Covid, de la Covid, et cette partie télétravail, par exemple, les gens se reposent énormément la question de, en fait, c'est quoi le travail? Alors, moi, je vais vous donner juste un chiffre. C'est que quand on parle de qualité de vie au travail, il y a des thématiques, dont une thématique principale qui s'appelle l'absentéisme, et que l'absentéisme coûte à la société avec un grand S, entreprise privée, entreprise publique, sécurité sociale, mutuelle, tout ce que vous voulez, 107 milliards d'euros par an. Alors, juste pour vous donner une échelle de grandeur, c'est quand Bercy arrive à sortir une loi, à faire une action pour gagner 10 milliards, c'est champagne pendant une semaine à Bercy. Là, vous avez un potentiel de gain de 107 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est un coût phénoménal pour les sociétés, toutes confondues, toutes tailles confondues, et qu'il faut absolument travailler sur cette thématique-là. Donc, encore une fois, la qualité de vie de travail est importante, et donc, on va avoir un petit module bientôt à Oniris cet après-midi là-dessus. À travers l'absentéisme, on a aussi le présentéisme. Alors, je ne vais pas vous mettre la vidéo ici parce que je vais vous le résumer, mais vous pourrez le regarder puisque vous aurez la vidéo dans le PowerPoint. Le présentéisme, c'est aussi une maladie très française. C'est faire croire qu'en restant en présentiel dans l'entreprise, on va mieux se faire voir, on va avoir une meilleure promotion, avoir une meilleure image de ce qu'on laisse derrière, alors que rester 13 heures dans l'entreprise, c'est juste irresponsable et totalement contre-productif. Et c'est aussi venir quand on est malade. Voilà, c'est la définition du présentéisme. Le présentéisme, on pourrait dire, bah, ça ne fait pas de mal, être là présent, bon ok, on va faire croire qu'il y a quelqu'un qui travaille plus que d'autres, mais juste que le présentéisme, au final, ça coûte entre 22 et 33 milliards d'euros aux entreprises et fait partie aussi de la thématique de la QVT. Donc là aussi, mesdames, messieurs les futurs ingénieurs, faites très attention à cette thématique-là. En parlant de mesdames, messieurs, je vais quand même rappeler aux dames présentes dans cette conférence qu'à compétences égales, vous risquez, encore une fois, ce n'est qu'un risque, une statistique, de gagner 26% de moins que vos collègues hommes. Et que je vous ai donné ici quelques chiffres et quelques thématiques, donc ce qui est totalement injuste, inadmissible et dont on n'arrive quasiment pas à expliquer la totalité des 26%. Juste vous dire que sur une carrière complète, ça équivaut à 300 000 euros de manque à gagner, juste ça. Alors, les chiffres sont en train de bouger, c'est-à-dire que les deux courbes de salaire et de revenus à compétences égales sont en train de se rapprocher. Elles arriveront à ISO en 2186, si on ne fait rien, bien évidemment. Donc, nous, sur le territoire nantais, on a mis par exemple en place un module de formation qui aide à apprendre la négociation aux femmes, qui s'appelle Nego Training, qui dure 3 heures, qui est totalement gratuit. Vous tapez sur Google Nego Training et vous pourrez rechercher pour vous y inscrire. Ça a été fait entre la plateforme RSE et Audencia. Et pendant 3 heures, on explique aux femmes la thématique de la négociation salariale, de l'égalité femmes-hommes. On fait des jeux de rôle. Et il faut savoir qu'une femme sur 2 qui sort de ce module Nego Training, dans les 1 an, a réussi à avoir une amélioration de ses revenus, soit par de l'argent, une prime, ou du télétravail, une formation, l'accès à une crèche, etc., etc. Donc ça, c'était une petite vision de ça aussi. Tout ça nous amène à poser la question… Monsieur, oui. Excusez-moi, je vous interromps 2 petites secondes parce que on est passé et puis vous n'avez pas vu ma question dans le chat. Ah, excusez-moi, j'ai pas vu. Je ne comprends pas pourquoi le présentéisme, ça coûte autant aux entreprises en fait.
Ah, alors c'est une… Alors, attends, Parce que les employés sont censés travailler, eh bien, en entre fait, guillemets, alors, travailler plus longtemps, mais ouais, s'ils font le même travail en plus de temps, enfin, je vois alors, pas pourquoi. alors, en fait, c'est une très bonne question. Je vais y répondre très simplement. C'est que le corps humain, la capacité cognitive cérébrale ne peut être performante au-delà de 7-8 heures. C'est-à-dire que au-delà de 7-8 heures, vous pouvez physiquement, votre corps, être présent dans l'entreprise, mais au final, vous n'allez pas être productif. Et quel va être l'effet secondaire sur du long terme? C'est que vous allez être fatigué, vous allez être en syndrome d'épuisement professionnel et vous allez être en arrêt maladie à un moment. Et donc, cet arrêt maladie va, lui, par contre, coûter à l'entreprise. Puisque vous allez être absent, il va falloir vous remplacer, reformer quelqu'un, etc., etc., Ouais, etc. Voilà. d'accord, j'ai compris. Voilà. Très Merci. bien. Merci beaucoup. Je suis désolé. Il y a juste que la petite fenêtre du chat était trop basse et je n'ai pas vu la fin de la question. J'espère avoir répondu à votre interrogation en tout cas. Merci beaucoup. Oui, oui, je me demandais juste Ah ouais, pourquoi. Ça me paraissait étrange, en fait, ah ouais, tout sur à le fait. coup. Mais effectivement, à long terme, ça paraît plus Sur du logique. long terme, voilà, c'est ça. Alors, donc, on est aussi sur cette question de sens au travail, hein, qui n'est pas d'aujourd'hui, mais qui est remise vraiment en question en 2020, avec ce chiffre-là, qui est que 8 salariés sur 10 considèrent que le sens au travail impacte la performance. On est beaucoup sur le travail qui doit apporter quelque chose. Hein. C'est une prestation de service, encore une fois. Hein. C'est pas un contrat. Moi, j'explique toujours. Hein. C'est que quand demain vous êtes salarié, le document que vous signez, c'est pas un contrat de mariage, c'est un contrat de travail. Et que malgré tout, il faut pouvoir avoir une interaction positive, c'est-à-dire que vous allez apporter une prestation à un employeur, mais euh, il semble important qu'on puisse avoir quelque chose en retour et donc du sens au travail. Et ça a permis aussi de mettre que face à la crise que nous avons, dans laquelle nous sommes encore, hein, bien évidemment, mais cette année 2020 ne sera vraiment pas comme les autres. On a pu voir que les entreprises où il faisait bon travailler étaient plus performantes en temps de crise et avaient un meilleur niveau de résilience. Et donc ça doit aussi être une vision du monde du travail de demain que vous devez, vous, hein, jeunes, prendre en considération et demander à votre employeur, encore une fois. Hein, ça ne tombera pas tout seul du haut. C'est aussi à vous d'aller challenger vos employeurs sur ces thématiques-là, en tout cas. Et je vous mets à chaque fois le petit lien, bien évidemment. Alors, un petit quiz qui va être le suivant. Vous allez reconnaître ces personnes célèbres, ces personnes clés, j'allais dire. Et la question est la suivante, jaune, bleu, rose. Est-ce que ces personnes ont un chien? Est-ce que ces personnes ont un QI supérieur à 140? Ou est-ce qu'ils avaient un handicap et elles étaient en situation de handicap? Alors, je vous laisse aller dans le chat pour pouvoir interagir et me donner votre vision. Est-ce que c'est jaune, bleu ou rose? Bien évidemment, à chaque fois que je suis sur cette question-là, tout le monde me dit oui, mais Einstein, il avait peut-être les trois en même temps. Il n'y a pas de difficulté. Voilà, en tout cas, je vois que Françoise nous a proposé les trois, et c'est certainement vrai pour certaines personnes, mais vous êtes sur le rose. Et donc, bien évidemment, la réponse en tout cas est rose. Juste vous donner, donc Edith Piaf avait de la polyarthrite rhumatoïde, Kennedy la maladie d'Addison, Churchill était bipolaire, Einstein le trouble de l'apprentissage, Elton John épileptique, Bill Gates il est autiste Asperger, Cameron Diaz a des troubles obsessionnels du comportement et Elvis Presley diabétique. Tout ça pour vous dire quoi? J'ai essayé, ce serait très, très difficile de résumer le monde du handicap en une diapositive, mais en tout cas juste vous dire que 90% des handicaps sont invisibles et que l'image que quelqu'un qui est en situation de handicap et quelqu'un qui est inférieur n'est absolument pas vrai et qu'il faut absolument travailler sur casser les tabous là-dessus et travailler sur cette insertion et cette inclusion des personnes qui, encore une fois, peuvent avoir juste un diabète, peuvent avoir un trouble du comportement ou être dyslexiques. Effectivement, tous les 10, dyslexiques, dyspraxiques, sont classés en France comme situation de handicap. Alors, on va pouvoir parler maintenant de l'environnement, avec d'autres chiffres clés qui ne vont pas être drôles, mais en tout cas, le but est en tout cas d'y évoquer les actions à faire. Alors, sur l'environnement, je ne pouvais passer outre la définition du développement durable, qui nous vient de 1987. Et donc, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Donc ça, c'est effectivement hyper important. Je vous ai mis en rouge le fait que le but aujourd'hui est de ne pas prendre des ressources que demain, vos enfants n'auront pas. Ou même vous n'aurez pas, ou même moi, je n'aurai pas, vu ce qui se passe au niveau des échelles de grandeur.
Alors, il y a un chiffre clé aussi qui est important à travers une courbe, qui est la suivante, et la courbe du nombre d'habitants humains sur la planète depuis moins de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et nous sommes ici en 2020 à 7,5 milliards d'habitants. Alors, 2 commentaires sur cette courbe. Cette courbe, si on la prend juste de façon totalement mathématique, est ce qu'on appelle une courbe instable, une courbe qui ne peut aller en mode asymptote comme ça, très très haut. Maintenant, souvent on me dit, Sébastien, c'est hyper facile de résoudre le problème du développement durable, il suffit de réduire la population sur la planète à travers la gestion des naissances, etc. ou d'autres choses, mais que je n'ose imaginer. Et pourtant, la réponse n'est pas si simple. Encore une fois, ce n'est pas parce que demain, on va être 10 milliards qu'on ne serait pas capable de générer, d'utiliser des ressources qu'auraient demain nos enfants, les générations futures. Les deux ne sont pas incompatibles. C'est un critère parmi d'autres, mais en tout cas, ce serait bien trop facile de dire que demain, réduire la population résoudrait tous les problèmes. On est plus sur un problème de mode de vie que de nombre d'habitants sur la planète. Ça, c'était un premier point clé qui me semblait important. Alors, on va parler d'environnement et de gaz à effet de serre à travers la question suivante. À votre avis, quel est le bilan gaz à effet de serre d'Internet avec un grand I? Tout Internet, les réseaux sociaux, les data centers, les routeurs, tous les appareils, est-ce qu'à votre avis, c'est 1% des gaz à effet de serre, 2% des gaz à effet de serre ou 3,7% des gaz à effet de serre? Donc, je n'ai que du rose. Et donc, vous devez déjà être certainement alerte sur sa thématique. Donc, bravo, effectivement. Internet, avec un grand I, produit 3,7% du camembert des gaz à effet de serre au niveau planétaire. Donc, c'est souvent là où on ne l'attend pas, en fait. On pense souvent que pour réduire les gaz à effet de serre, il faut arrêter de prendre l'avion. L'avion, c'est par exemple le bleu. L'avion civil mondial, c'est 2% des gaz à effet de serre. Alors maintenant, je ne suis pas en train de vous dire on peut prendre l'avion tous les jours puisque c'est inférieur à Internet. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste que souvent, on ne pense pas aux éléments qui puissent produire des gaz à effet de serre. Il faut savoir que le ciment, le béton, les cimenteries produisent 7% des gaz à effet de serre sur la planète. Mais revenons à Internet. Quelques chiffres clés. Moi, il y en a un que j'aime bien, c'est qu'effectivement, la première vidéo à avoir dépassé le milliard de vues sur YouTube, Gunman Style, il y a quelques années, c'était la production d'une centrale nucléaire pendant 1 an. Si Internet était pollueur, ce serait le 3e plus gros consommateur d'électricité. Effectivement, hein, ce n'est pas les objets en soi. Hein. Il y a les objets Internet qui produisent des gaz à effet de serre à la fabrication, mais il y a surtout, c'est que Internet demande énormément d'énergie. On ne va pas parler de la 5G aujourd'hui, on pourrait lancer un débat de 2 heures. Mais en tout cas, il faut se poser effectivement les bonnes questions de, au fait, est-ce que j'ai purgé ma boîte mail? Est-ce que j'ai enlevé toutes les vidéos qui ne servent à rien? Est-ce que j'ai vidé mes spams, etc. etc. C'est une action concrète au quotidien qui se fait assez facilement. Alors, sur les gaz à effet de serre, on a aussi la partie mobilité qui est très importante et je vous pose la question, sur la durée de vie d'une voiture, quel pourcentage de temps roule-t-elle? Entre sa sortie de l'usine et son arrivée à la casse, est-ce qu'une voiture roule 60% de son temps? Est-ce qu'elle roule 43% de son temps ou est-ce qu'elle roule 10% de son temps? Donc, beaucoup de rose aussi, un peu de bleu. Eh bien, bravo pour les roses. Effectivement, une voiture, entre sa naissance et sa destruction, roule 10% de son temps. Ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que les 80% de ces 10%, il n'y a qu'une personne au volant. Moi, j'ai assisté il y a quelque temps à une conférence sur la mobilité et sur le monde de l'automobile, où on avait un ingénieur qui nous dit on a quand même, nous, êtres humains, inventé un objet qui pèse entre 1,5 tonne et 2 tonnes pour transporter 70 à 80 kilos. Le but ici, en tout cas, de ne pas dire on arrête la voiture. L'idée est de dire il faut qu'on réfléchisse autrement, ne serait-ce que le covoiturage, les déplacements et réfléchir à la source, en tout cas, sur la mobilité avec un grand M. Sur ce pôle environnemental, on va aussi parler des déchets. Et là, la question est la suivante. Est-ce que vous, en tant que Français et au niveau de la moyenne française, par an, par habitant, est-ce que vous produisez 445 kg de déchets? Est-ce que vous produisez 568 kg de déchets ménagers? Ou est-ce que vous produisez 998 kg? Jaune, bleu, rose. Je vous laisse. Et donc, on est un peu de bleu, un peu de jaune, mais beaucoup de rose quand même. Alors attention, hein, j'ai quand même changé un peu la donne, puisque sinon vous répondiez toujours le rose le maximum et vous gagnez. Eh bien non, aujourd'hui, sur cette question-là, on est sur 568 kg. Donc c'est l'ADEME qui nous le dit. Alors c'est en train de baisser, mais très très légèrement quand même.
Juste se dire qu'une famille moyenne, 2 adultes, 2 enfants, ça produit 2 tonnes de déchets ménagers par an. Voilà, c'est juste faramineux. Et la phrase clé qui est le meilleur déchet, c'est avant tout celui qu'on ne produit pas. Et donc, il y a aussi un besoin de réfléchir à la mécanique de déchets, à la base, à la source, plus que de réfléchir à la destruction, à l'enfouissement, etc., etc. Alors, qui dit déchets, qui dit plastique? Je vais vous poser donc la question suivante. Quelle est la quantité de plastique rejeté en mer dans le monde chaque seconde? Donc, je vais vous faire un petit claquement de doigts de toutes les secondes. Est-ce qu'à votre avis, tous les battements de doigts, les claquements de doigts, on jette, nous, êtres humains, 1 kg de plastique par seconde dans l'océan, 220 kg de plastique, ou est-ce qu'on n'en jette pas puisqu'on fait super attention? Alors, du bleu, du bleu, du bleu. Vous avez bien vu cette gestion. Donc, c'est Sea Shepherd qui nous donne ce chiffre qui est juste faramineux. Hein. Toutes les secondes, l'être humain jette 220 kg de plastique, qui a une incidence, bien évidemment, sur la faune aquatique, la faune aérienne et sur les océans, avec donc, des océans de plastique, des continents de plastique, qui se retrouvent sur des vortex, des gyres, au niveau des océans. Et le plus grand est celui du Pacifique Nord. Et il fait 6 fois la taille de la France, 3,43 millions de kilomètres carrés. Alors ça, je trouve moi ça très étonnant qu'on n'en parle pas aux informations, ou très, 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 très peu, en sachant que c'est une véritable thématique, puisque c'est une bombe à retardement pour les générations futures. Et que ce plastique, bien évidemment, se retrouve dans la chaîne alimentaire. Et devinez qui on retrouve en haut de la chaîne alimentaire? Eh bien, on retrouve Sapiens Sapiens, avec l'ingestion à peu près de chaque année 250 grammes de nanoparticules de plastique, donc de polymères, qui se retrouvent dans les graisses principalement et que le corps ne sait que faire. Il ne sait pas les enlever. On va parler ensuite dans ce pilier environnemental de la biodiversité. La biodiversité, on a pu en parler au départ, avec une question qui va être ici la suivante. Que vous reconnaissez cet animal? Alors, dès que quelqu'un me mettra dans le nom de cet animal dans le chat, je passerai, voilà le dodo. Merci Alice. Donc cet animal a la particularité, comme d'autres, d'avoir totalement disparu de la planète. D'autres espèces sont en total danger d'extinction absolue, puisque nous avons ici les rhinocéros. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, un rhinocéros a été braconné aux eaux de Thoiry, au sud de Paris. Vous avez les éléphants. Si on ne fait rien, les éléphants, selon l'ONU, l'extinction sauvage des éléphants hors sanctuaire et hors zoo sera pour 2039. Et l'extinction des poissons est donnée pour 2048, puisque nous avons épuisé les stocks de poissons de 90% depuis 1950, avec un point intéressant, que dans les grandes surfaces, on retrouve des promotions à 9,99 € de requin-tigre, qui est une espèce protégée par la Convention de Washington. Donc les mammifères, un mammifère sur 4, un oiseau sur 8, un tiers des amphibiens et 70% des plantes sont en danger, bien évidemment. Et donc là, le chiffre de la WWF, je vous donnais tout à l'heure, un peu plus de 60% du vivant a disparu en 40 ans. Alors, on va passer à l'alimentation et au gaspillage alimentaire à travers la question suivante. Quel pourcentage de nourriture, à votre avis, produite ne voit jamais une bouche humaine? Est-ce que 10% de la nourriture de ce qu'on produit, donc bananes, haricots, tomates, courgettes, tranches de jambon, pain, céréales, tout ce que vous voulez, est-ce que c'est 10%, 20% ou 30%? Donc, un petit peu de bleu, mais beaucoup de rose aussi. Et effectivement, sur le rose, nous sommes bien à 30% de gaspillage alimentaire, ce qui est juste intolérable. Donc, chaque année, je vous ai mis ici les chiffres de Greenpeace. La nourriture, moi j'aime bien, c'est dont 7 kilos encore emballés. Ça, c'est un chiffre clé. Et il faut savoir que la nourriture rejetée dans les restaurations collectives en Europe permettrait de nourrir 1 milliard de personnes, qui est le nombre de personnes qui souffrent de malnutrition. On pourrait ainsi dire que la faim dans le monde est voulue, en fait. Ce n'est pas subi, c'est quelque chose qui est une action mise en place. Un quiz sur l'eau. Est-ce qu'à votre avis, en France, par habitation, la moyenne, bien évidemment, 20% de votre consommation, est-ce que c'est le lave-vaisselle? Est-ce que 20% de la consommation, ce sont des fuites? Ou est-ce que 20% de la consommation, c'est pour laver votre voiture? Alors, du bleu, du jaune, du bleu, du jaune.
Eh bien, il faut savoir qu'en France, la moyenne est que 20% de votre consommation vient de fuites. Et ça, c'est juste les fuites chez vous. Donc, c'est une moyenne, encore une fois. Hein. Le but n'est pas de dire faut tout de suite retourner chez vous ou en tout cas regarder s'il n'y a pas des fuites. C'est une moyenne. Mais encore une fois, devant cette ressource, qui est la ressource la plus fragile au niveau de la planète, il faut savoir que l'eau potable est la numéro 1 et le sujet numéro 1 des ressources épuisées. La deuxième est le sable. Il faut savoir que le sable est la deuxième ressource rare sur la planète, puisqu'il faut savoir, je vous donne un chiffre, en 3 ans en Chine, ils ont produit autant de béton que les États-Unis au cours du XXe siècle. Donc, c'est-à-dire qu'on a une course à la consommation de sable et à la production de béton qui est juste phénoménale, et avec aussi l'utilisation d'eau dans la production de béton. Mais on va revenir à l'eau. Un autre chiffre clé, avec ces canicules qui nous arrivent à répétition depuis maintenant quelques années, mais en 2019, à votre avis, combien de départements ont été soumis à un arrêté sécheresse en France métropolitaine? Est-ce qu'on a eu 12 départements en sécheresse absolue en carence hydrique? Est-ce que c'était 34 départements ou 70 départements? Donc là, on a un peu de bleu, un peu de rose. Bon, eh bien, il faut savoir qu'en 2019, on avait 70 départements avec un stress hydrique total et absolu. Tout était en rouge et c'est en train de se répéter d'année en année, malheureusement. Ici, je vous ai mis quelques chiffres sur l'eau potable et sur l'impact sur la santé, bien évidemment. Un petit tableau qui vous explique les conflits inter-États et intra-États pour l'accès à l'eau potable. La courbe des conflits est le suivant. Et ça ne risque encore de bouger, mais souvent on pense que le problème d'eau potable est souvent sur le continent africain ou sur les pays en voie de développement. Il faut savoir que d'autres pays sont touchés, l'Afrique du Sud, l'Inde bien évidemment, avec peut-être une solution, je le dis de façon ironique presque, puisque en 2020, eh bien, le Nasdaq et les traders des bourses américaines ont créé des plans financiers à travers l'eau potable comme denrée purement financière. Et donc, ce bien commun pourrait se transformer en bien purement financier. Est-ce que ça va être là pour résoudre le problème ou est-ce que ça va être là juste pour faire du cash? L'avenir nous le dira. En tout cas, voilà, il y a une vraie thématique importante. Dernière question sur le quiz de l'eau, qui va être la suivante. Est-ce que pour produire ce kilo de viande rouge de bœuf, est-ce qu'il faut 150 litres d'eau, 775 litres d'eau ou 15 500 litres d'eau, à votre avis? Donc, un peu de bleu, un peu de rose, beaucoup de rose même. Alors, malheureusement, j'allais dire, mais en tout cas, il faut savoir que pour produire ce kilo de viande rouge, il faut 15 500 litres d'eau. Alors moi, quand je fais ce petit type de quiz dans les collèges et les écoles, souvent j'ai quelqu'un qui me dit « Mais monsieur, c'est impossible, la vache, elle ne peut pas boire autant d'eau. » Effectivement, ce n'est pas la vache qui boit les 15 500 litres d'eau, vous vous en doutez. C'est que la vache, pour pouvoir produire du muscle, va avoir besoin d'énormément de céréales, un ratio de 1 à 12. Et que par contre, pour alimenter et faire grandir ces 12 kilos de céréales, qui sont principalement du soja transgénique, il faut énormément d'eau. Donc là, vous avez quelques chiffres sur le nombre de mètres carrés de terre arable, de production de gaz à effet de serre et de litres d'eau pour produire 1 kilo de viande rouge. L'idée n'est pas ici de vous transformer en vegan à travers cette conférence. L'idée est de vous expliquer que la solution est dans l'assiette et que les impacts environnementaux sont facilement modifiables, j'allais dire, à travers un changement de comportement. Et ne serait-ce que tout à l'heure, on évoquait un grand nombre d'habitants sur la planète. On se projette à 9 milliards, 10 milliards d'habitants sur la planète. La vraie question demain, pour la fin dans le monde, est-ce qu'on peut nourrir plus d'êtres humains avec 1 kilo de viande rouge ou 12 kilos de céréales? Moi, j'ai ma petite idée, mais je vous laisse vous faire la vôtre. On en arrive à parler de la date qui est le 22 août. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'est la date du 22 août? Souvent, on me répond c'est mon anniversaire et c'est tant mieux. Il faut savoir que le 22 août, c'est donc le jour du dépassement, en tout cas au niveau planétaire. Le jour du dépassement, qui est la date à laquelle l'être humain a consommé 100% des ressources renouvelables fournies par la planète et que le 23 août au matin, elle consomme des ressources que n'auront pas les générations futures. Ça veut juste dire ça. Ici, on a un graphique qui est assez intéressant, qui montre que les chiffres ne sont pas bons depuis les années 70. Que malgré tout, grâce à un virus de quelques nanomètres, 2020 a inversé la tendance. Comme quoi, ce n'est pas impossible.
Bon, maintenant, ça n'a absolument pas été maîtrisé. Hein, ça a été absolument de façon contrainte, donc nous avons modifié ce jour du déplacement sans le vouloir. Mais voilà, je vous ai mis à chaque fois les liens et puis vous aurez les différences derrière. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la COP21. COP21 qui était une date majeure en termes de développement durable. Alors, pas parce qu'elle s'est passée en France, c'est que cette conférence des parties, COP, conférence des parties en anglais, la 21e du nom, c'est donc la 21e fois où tous les États de la planète se retrouvent autour de la table. Et à la COP 1, ils ont annoncé que effectivement les données scientifiques n'étaient pas bonnes et qu'on allait certainement droit dans le mur. À la COP 3, ils ont dit on va dans le mur. À la COP 12, on va dans le mur. À la COP 21, ils sont arrivés, ils ont dit on va tous dans le mur. Mais la COP 21 a eu permis d'avoir 5 conclusions. Et je vous propose de travailler sur ces conclusions qui sont effectivement importantes. Lors de la COP 21 qui a eu lieu en France, les 197 nations, États, rois, dictateurs autour de la table, et reines, ont été unanimement devant l'affirmation suivante: oui, il y a bien un réchauffement climatique. Jusque-là, il y avait des nations qui disaient non, c'est pas vrai, il n'y a pas de réchauffement climatique. Moi, dans mon pays, j'ai de la neige en hiver. Pour la première fois, tout le monde a été affirmatif sur le fait que nous sommes bien devant un relevé des températures qui montre indéniablement que nous sommes devant un réchauffement climatique. Ça a été la première conclusion. La deuxième conclusion de la COP21 a été de conclure et d'affirmer que ce réchauffement climatique était d'origine anthropique. C'est bien l'activité humaine qui, par sa production de gaz à effet de serre, divers et variés, il y a plusieurs types de gaz à effet de serre, produit un mécanisme de réchauffement du climat planétaire. Alors quand je vous dis c'est l'humain, oui, il faut savoir que 10% des humains produisent 49% des gaz à effet de serre. Donc on voit bien aussi ce mécanisme des pays les plus riches dont on évoquait tout à l'heure la répartition. Il faut savoir que si tout le monde vivait comme les Indiens, on aurait besoin de 0,89 planètes et non pas de 1,6 planètes qu'on voyait tout à l'heure dans le graphique. Donc, deuxième conclusion, c'est bien un réchauffement dû à l'activité humaine. Troisième conclusion, c'est que ce réchauffement n'est pas réversible à échelle humaine. Ça veut dire que si aujourd'hui, le 8 décembre, il est 9h26, on arrêtait la production totale sur la planète de gaz à effet de serre, la planète continuera à se réchauffer puisque la mécanique chimique des gaz à effet de serre fait qu'ils ont un pouvoir réchauffant sur plusieurs dizaines d'années, voire une centaine d'années pour certains. Et donc, à l'instar du trou de la couche d'ozone qu'on voit actuellement se refermer, le réchauffement de la planète mettrait plus de 10 000 ans, bien plus de 10 000 ans à pouvoir faire. Donc, cette action est non réversible à échelle humaine. Quatrième conclusion de la COP21. Alors ici, je vous ai mis un petit graphique assez intéressant qui vous regroupe 12 000 ans de température, résultat des calottes glaciaires, des carottes glaciaires arctiques et antarctiques. Et vous avez donc ici, alors je ne sais pas si on va voir avec mon petit curseur, donc vous avez 12 000 ans et vous arrivez ici avec un petit pic très très élevé au niveau rouge et qui vous montre l'impact effectivement au niveau température sur le climat. Quatrième conclusion de la COP21, c'est que pour pouvoir ne pas dépasser plus de degrés, vous vous souvenez que la COP21, l'objectif est de ne pas dépasser plus de degrés, il nous reste grosso modo 10 ans pour agir. Pourquoi 10 ans pour agir? C'est qu'à la tendance des courbes actuelles, si on ne change pas le tir dans les 10 ans, on va dépasser les plus de degrés. Et le plus de degrés, c'est quoi? Je me suis aussi beaucoup interrogé sur ce plus de degrés. Plus de degrés, c'est la fin de l'effondrement du système actuel tel qu'on le connaît pour la production d'énergie et de nourriture. À plus de degrés sur la planète, notre système actuel de technologie fera qu'on sera incapable de produire d'énergie et de la nourriture. Et ça va engendrer certainement quelques problèmes au niveau planétaire, vous vous en doutez. Donc, le but est de ne pas arriver à plus de degrés. D'ailleurs, la COP21 ciblait le 1,5 en disant si des gens ciblent 1,5, on n'en arrivera pas à 2. Pour l'instant, c'est mal barré. On va être clair, c'est très mal positionné, mais encore une fois, il n'est pas encore trop tard. Là, les 10 prochaines années vont être vraiment essentielles. Et la cinquième conclusion de la COP21, qui est pour moi la plus essentielle, est que les 197 nations, pays, rois, dictateurs autour de la table ont dit ce sujet du développement durable et ce sujet du plus de degrés, ce n'est pas notre sujet à nous, puisque nous, on réfléchit à court terme. Donc, bien évidemment, on me répond souvent quand je dis ça, ils sont un peu gonflés, ils ont bousillé la planète et maintenant ils disent que ce n'est pas eux. Moi, je vois sur un autre paradigme et je me dis, tant mieux, parce que ça veut dire que ça ne va pas être les États, les acteurs étatiques qui vont être la solution de tous les problèmes. Ça va être ce qu'on appelle les acteurs non étatiques, vous, moi, les écoles, les entreprises, les universités, etc., les ONG,
des associations. Et ça a donc donné la naissance d'un autre sommet international mondial contre le dérèglement climatique qui s'appelle Climate Change. Le premier a lieu à Nantes, il faut savoir, il y a 4 ans. Et donc, c'est le sommet, c'est une sorte de COP dédié aux acteurs non étatiques et qui font un super boulot qui est très, très peu connu, parce que je suppose que vous ne connaissez pas ce groupement-là, mais ils font énormément de choses très intéressantes. Et en tout cas, tout le monde peut agir à travers ça. On arrive tout doucement à la fin de cette conférence. Je vous ai ici remis quelques mots-clés, et surtout dans l'éco-conception, ça au niveau ingénieur. L'éco-conception, le C2C, le cradle to cradle, c'est réfléchir à la destruction d'un produit déjà lors de sa conception, de façon à ce qu'il soit le plus éco-responsable possible. Je vous ai mis ici une phrase clé du biologiste René Dubos, penser global, agir local, qu'on peut appliquer tous les jours ici. Alors, ici, je ne vais pas le détailler, mais je vous ai mis ici, c'est si jamais demain, vous devez convaincre quelqu'un, un dirigeant, un collègue, un copain, de la famille, sur pourquoi faire de la RSE, pourquoi faire du développement durable, c'est que vous avez énormément de points positifs à le faire et qu'il va falloir préparer le changement de monde qui, d'une manière ou d'une autre, va nous arriver indéniablement. On va arriver aux conclusions et je me propose de vous faire une conclusion en 3 temps. Alors, la première conclusion va être la suivante, c'est que, comme je vous ai dit au départ, il va falloir absolument changer de paradigme à travers cette vision du monde d'aujourd'hui et je vous propose de travailler sur la thématique de cette canette. Alors, je vais cacher la marque, bien évidemment. Mais vous avez ici donc une petite canette et je vais vous poser la question, quelle est la forme en 2 dimensions de la canette devant moi? Alors, imaginez qu'il n'y a pas de petit interstice sur le côté, mais la forme en 2 dimensions, à votre avis, c'est quoi? C'est un triangle, un losange, un rond, un carré, un rectangle? Je vous laisse me répondre dans le chat. Voilà, je vous remets la forme en 2 dimensions. Un rectangle. Merci Eva. Ça me va bien comme réponse. Alors, moi, eh bien, je vais regarder cette canette de boisson et je vais la regarder du haut. Et moi, eh bien, je vois un rond. C'est-à-dire que moi, je vois ça. Alors, ça semble très stupide, mais effectivement, on est sur un changement d'angle de vue. Vous avez vu un rectangle et moi, de mon angle de vue, j'ai vu un rond. Et on va faire un petit quiz pour voir si vous avez compris. En 2017, le marché européen du chewing-gum baisse de 7% de chiffre d'affaires en quelques semaines, toutes marques confondues. Hollywood, Malabar, Steamerol, Freedent, Airwaves. Tout le monde prend 7% de perte de chiffre d'affaires en quelques semaines et personne ne comprend. Ils appellent les concurrents, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a pareil. Et ils se posent la question, que se passe-t-il? Est-ce qu'à votre avis, les 7% de chiffre d'affaires en quelques semaines, c'est dû à une directive européenne sur le sucre? Est-ce que c'est dû à Haribo, le géant du bonbon allemand qui arrive sur le marché du chewing-gum? Ou est-ce que c'est dû au jeu sur les smartphones? À votre avis, jaune, bleu ou rose? Alors, un petit peu de directive européenne et un petit peu de jeux vidéo. Eh bien, bravo pour les roses. Effectivement, après enquêtes, après consultants qui ont été déployés sur le terrain pour comprendre, eh bien, il faut savoir que le gros de la vente des chewing-gums en France se fait en caisse quand vous avez mis vos produits sur le tapis. Et qu'en 2017 arrive un bouleversement technologique qui était déjà là depuis quelques années, mais qui sont les smartphones et les jeux sur les smartphones. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez en caisse? Vous avez des gens qui mettent leurs produits et qui jouent sur leur smartphone en attendant que ça se libère. Et donc, ils n'achètent plus de chewing-gum. Et ça, personne n'avait vu venir. Et ça, des changements de paradigme, des visions comme ça, je pourrais vous en faire des dizaines. Et donc, il y a un réel besoin de penser différemment pour pouvoir mieux comprendre ce qui va se passer demain et ce qui se passe déjà aujourd'hui, bien évidemment. Deuxième conclusion, alors je vous mets les liens à chaque fois. Deuxième conclusion va être sur le mécanisme de révolution. Il y a un monsieur qui s'appelle Idriss Aberkan, que je vous conseille aussi fortement sur Internet, qui a travaillé sur ce qu'est une révolution industrielle, intellectuelle, révolution technique, sociale, philosophique, technologique, tout ce que vous voulez. Le mot révolution, et il a regardé quelles étaient les étapes pour qu'une révolution puisse se mettre en place. Et il a trouvé 3 étapes clés incontournables qui font que si vous ne passez pas par ces 3 étapes, ce n'est pas une révolution. La première vision d'une idée révolutionnaire, c'est que quand on vous la présente, elle est ridicule. La deuxième réaction à une vision révolutionnaire, c'est qu'elle est dangereuse. Et la troisième étape à une révolution, c'est qu'à la fin, c'est évident. Ridicule, dangereux, évident. Ridicule, dangereux, évident. Déjà, si dans la conférence que je vous ai faite depuis tout à l'heure, depuis 8h30, vous avez à un moment dit ce que me dit M. Boll est ridicule,
C'est que déjà, j'ai gagné ma journée déjà. Donc, je vais vous donner quelques exemples clés. Il y a quelques années déjà, avant Jésus-Christ, Aristote, Galilée quelques années plus tard et Copernic entre-temps, ont dit la Terre n'est pas plate, la Terre est ronde et en plus, la Terre tourne autour du Soleil. Quand ils ont présenté cette idée, on leur a dit c'est ridicule. C'est dangereux, ça met en danger tous les textes religieux qui ont été mis en place. Il semblerait aujourd'hui que ce soit évident, même s'il faut savoir qu'un Français sur 10 pense qu'il n'est pas impossible que la Terre soit plate. Les Américains, les États-Unis, c'est 46% de la population. Je vous donne l'anecdote, hier, vous avez une sonde chinoise qui a été faire une extraction de carottes de roches sur la Lune, et lors de son retour, elle a fait une photo en très très haute définition de la planète Terre, ce qu'on appelle Blue Marble, qui est juste magnifique. Donc, ridicule, dangereux, évident. L'homme descend du singe, M. Darwin, qui a présenté cette idée-là. C'était ridicule de penser ça, c'était dangereux de penser ça. Il semblerait aujourd'hui, en 2020, que ce soit évident. Vous avez un monsieur qui s'appelle Louis Pasteur, il n'est même pas médecin. Il arrive, il va voir ses confrères et il dit, enfin, il va voir les personnes du milieu médical et il dit, je pense qu'au bout des doigts, il faudrait qu'on se les lave parce que je pense qu'il y a quelque chose qui propage des maladies. On lui a dit, c'est ridicule. On a dit, écoute, Louis, t'es gentil, mais c'est hyper dangereux ce que tu nous racontes. Ça remet tout en cause. Aujourd'hui, il semblerait que ce soit évident. Le droit de vote des femmes, alors là, celui qui pense que c'est encore ridicule aujourd'hui, ça va poser problème, mais en tout cas, savoir que avant 1944, c'était ridicule et dangereux de penser que les femmes pouvaient voter. Heureusement, aujourd'hui, c'est évident. Je vous donne une anecdote pour l'anecdote. Le permis de conduire pour les femmes en Arabie Saoudite, elles ont eu le droit en 2017. Le mariage homosexuel, il y a encore quelques années, c'était ridicule et dangereux de penser que deux personnes du même sexe pouvaient se marier. Il semblerait qu'aujourd'hui, ce soit évident. Les animaux sont des êtres sensibles. Là, c'est à vous de me dire, est-ce que c'est encore ridicule aujourd'hui de penser que les animaux sont des êtres sensibles? Est-ce que c'est dangereux de le penser? Ou est-ce que c'est évident? Les lois, en tout cas, avancent sur cette thématique-là. Et maintenant, que se passe-t-il dans le futur? Je pense que ça va être à vous aussi de pouvoir révolutionner le monde dans lequel on est et surtout ne pas vous arrêter si jamais vous avez une idée aujourd'hui de vous dire est-ce que c'est ridicule de la mettre en place, cette idée-là. Je vais terminer par une troisième conclusion qui est une phrase clé qui m'est chère, une phrase de Mahatma Gandhi qui est la suivante: soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est qu'effectivement, à travers cette vision de besoin de changement, souvent on dit c'est au directeur de l'école de le faire, c'est à mon chef d'entreprise de le faire, de le changement, c'est à mon gouvernement de le faire, c'est à mon maire de ma ville, la communauté de communes, etc. Il faut savoir que pour être efficace demain, et de toute façon on ne pourra pas faire autrement, et que le changement doit déjà commencer par vous-même. J'en ai donc terminé. 1h07, impeccable. Je vous remercie de votre attention. C'est un grand plaisir pour moi de vous avoir présenté tout ça. J'espère que ça n'a pas été trop choquant dans l'ensemble, mais que je vous ai donné aussi plein d'espoir et plein de visions positives, en tout cas dans ce monde qui est juste à dessiner. C'est ça qui va être riche. C'est que demain, vous allez pouvoir être l'architecte d'un futur meilleur. Je vous ai mis ici mon compte Twitter sur lequel je suis entièrement dédié à la RSE.